Europe. Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, votre invité, est médecin, professeur de physiologie et directeur de l'IRMES, l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Bonjour Jean-François Toussaint. Bonjour. Je vous ai invité parce qu'on nous fait beaucoup rêver en ce moment sur le futur de l'humanité. On nous parle de transhumanisme, d'intelligence artificielle, des nouvelles technologies qui permettront d'allonger notre espérance de vie, d'augmenter nos capacités physiques et intellectuelles. Or vous, nourri notamment de vos observations sur les sportifs, vous pensez qu'on nous raconte des histoires et que l'homme n'est pas loin d'avoir atteint ses limites ? On nous fait beaucoup fantasmer sur toutes les possibilités du futur. Heureusement, ça reste un des grands principes de l'existence, de l'optimisme, de nos espérances. En même temps, on nous survend énormément de choses. Ce que l'on constate principalement actuellement, c'est que l'ensemble des capacités, l'ensemble des grands indicateurs de santé publique, de physiologie, les capacités sportives, sont en train d'atteindre des plafonds. Et dans ce même temps que ces plafonds sont en train d'être atteints, on nous dit que un grand paradigme, un grand sursaut va tout d'un coup changer complètement les règles qui nous amènent à ces plafonds. Alors il faut comprendre pourquoi et comment, et est-ce que c'est possible ? Alors est-ce que c'est possible ? Vous pensez que non, qu'on ne pourra pas demain prolonger l'espérance de vie, vivre 115 ans comme on dit. Pourquoi ? C'est notre environnement qui nous limite, qui limite les capacités humaines ? Alors ce que l'on conçoit de façon très claire maintenant, c'est que c'est cette expression des records, des maxima, dont les 122 ans presque et demi de Jeanne Calment constituent le maximum réellement validé dans l'espèce humaine de la durée de vie maximale. Donc cette longévité maximale, on voit bien qu'elle n'augmente plus depuis 20 ans, comme d'ailleurs tout le reste des maximums, le saut en hauteur, la vitesse de course, etc. Mais on a aussi d'autres indicateurs plus gênants qui sont actuellement en train de montrer ces plafonds, que sont par exemple la taille moyenne des populations adultes dans tous les pays du monde. Et quand on constate cela, on voit que certains pays sont même en train de commencer des régressions, ce qui veut dire que tous les facteurs qui contribuent à cette taille adulte, mais qui contribuent aussi à l'augmentation de la durée de vie, aussi aux performances physiques, sont en train d'être de plus en plus limitants. Alors c'est quoi la pollution, le réchauffement climatique ? Alors la première que l'on comprend, c'est celle de la génétique, celle de nos prédispositions. On voit qu'on a pu, en repoussant les contraintes environnementales pendant à peu près 10 générations, donc les 2 derniers siècles, on a pu réussir à exprimer beaucoup plus que ce que l'on ne pouvait jusque-là. Et tout ça dépend essentiellement d'une grande conquête énergétique qu'on a pu réaliser. Et au travers de tout ce qui a donné d'abord l'alimentation, puis l'hygiène et les vaccinations, vous en avez parlé ce matin avec Philippe Sansonetti. Absolument. Et puis ensuite, avec l'ensemble des capacités médicales, mais qui n'interviennent que finalement très tardivement, sur la deuxième moitié du XXe siècle seulement, au moment où ça commence à ralentir d'ailleurs. Tous ces éléments-là ont permis d'augmenter la taille de 10 à 15 cm selon le pays, d'augmenter l'espérance de vie de 10 ans pour le maximum seulement, mais de 40 à 50 ans pour l'espérance de vie moyenne, celle sur laquelle les populations montrent cet aspect, et de voir à partir de là que petit à petit, depuis 20 à 30 ans, on arrive à ces plafonds, et donc on a là le constat de quelque chose qui nous dit notre humanité ne progresse plus autant qu'elle l'a fait jusqu'à présent. L'homme ne peut plus progresser physiquement, pensez-vous, mais on peut vivre plus longtemps en meilleure santé. Que faites-vous des progrès de la médecine et de la génétique, les recherches sur ce qu'on appelle la modification du vivant? On rêve aussi de génomes pour soigner les maladies. Alors c'est bien là-dessus qu'effectivement la technologie développe de plus en plus d'aspects. De compréhension pour comprendre comment fonctionne la génétique et surtout les interactions entre tous ces gènes, parce qu'on parle d'une maladie quand il y a un seul gène, une maladie monogénique, on arrive à en trouver de temps en temps, très rarement, mais une thérapie génique sur cette seule mutation. Mais le problème, c'est qu'on a 23 000 gènes et des milliards d'interactions entre tous ces gènes. Et là-dessus, on a encore une compréhension énorme à développer. On ne comprend toujours pas comment cela fait la différence entre, par exemple, notre espèce et nos plus proches cousins. On ne sait pas sur quoi repose l'ensemble de ces gènes. Et donc, les modifier pour dire que cette nouvelle thérapie, cette nouvelle médecine dite des 4P prédictive, sur laquelle la performance et la réalisation qu'on va avoir sera celle de la prévention inscrite par individu pour chacun d'entre nous. On voit bien que là, on a des
quantité de connaissances à acquérir et ensuite des coûts faramineux. Et c'est les coûts actuels des traitements qui causent l'une des limites principales également pour la suite. Donc la révolution génétique qui pourrait nous emmener très très vieux et en bonne santé, c'est une utopie, hein, à vos yeux. Dans ce sens-là, il est probable qu'on ait d'énormes difficultés à faire avancer et surtout parce que ce que l'on constate, une fois de plus, c'est que l'inscription des 200 dernières années répond parfaitement à des règles du vivant qui sont en place, qui sont celles de la chimie, qui sont celles de la physique, qui sont celles de la sociologie, autant que celles qui régissent l'ensemble de ces interactions biologiques, et que cela n'est pas prêt d'être démantelé ni par l'intelligence artificielle, ni par l'ensemble des techniques en place. Alors Jean-François Toussaint, il n'y a pas seulement des accidents de santé qui abrègent nos vies, il y a des accidents tout court. Or, par exemple, le développement des voitures autonomes, et là on revient à l'intelligence artificielle, les voitures autonomes devraient nous épargner des erreurs humaines et des accidents mortels, non ? Alors c'est un excellent exemple parce que cette nouvelle condition, finalement, on a vu le premier accident mortel de la voiture autonome l'année dernière qui est survenu au bout de 200 millions de kilomètres parcourus par les voitures autonomes. Bon, on se dit, c'est une Tesla. Hein. Sauf que c'était une Tesla. Sauf que c'était à comparer à ce qui se passe sur les routes américaines. Et sur les routes américaines, c'est 150 millions de kilomètres par les voitures qui sont conduites par les Américains et les Américaines. Donc, autrement dit, il n'y a pas de saut qualitatif. Il y a la même mortalité à kilomètres c'est une également parcouru. Petite augmentation, mais ce n'est pas le saut majeur auquel on pouvait s'attendre. Donc ce qu'il faut à ce moment-là, c'est concevoir qu'on doive remplacer totalement le parc automobile par un parc autonome. Lorsqu'on sera dans cette situation-là, peut-être on aura un gain. Mais d'ici là, toute la transition va prendre un temps énorme, et c'est dans ces conditions-là où le risque accidentel est le plus important. On voit dire aussi que les logiciels font des erreurs, ou que les erreurs humaines, elles sont introduites aussi dans la conception des logiciels. Les logiciels sont à la fois dépendants des données, et les données, par exemple, du toucher, les données de l'odorat ne sont absolument pas transmises. Et donc là, on a une difficulté majeure à percevoir le monde et toutes ces informations que nous, avec un organisme humain développé, comme tout autre organisme vivant d'ailleurs, est capable de faire. Mais en plus, cette rentrée des données actuellement est le plus difficile pour amener finalement au conseil. Donc on voit que l'IA, qui permet d'aider finalement à la décision, ce sera le cas pour les radiologues par exemple, ça peut être le cas pour les juges, mais il y a déjà aussi un certain nombre d'expérimentations qui sont en train d'être arrêtées parce que l'intelligence artificielle ne comprend pas le langage qu'elle traduit. Une intelligence artificielle, aucun programme actuellement n'est capable de traduire un texte et de le lire au niveau d'un élève de 3e, ni même surtout de le résumer. Parce qu'elle ne sait pas où sont les grandes valeurs, les grandes hiérarchies qui vont stratifier les idées. Jean-François Toussaint, vous n'êtes pas le seul scientifique à doucher en quelque sorte ces rêves ou ces espoirs qui sont communément diffusés. Il y a une part de charlatanisme chez ceux qui développent ces utopies. C'est clair qu'il y a un intérêt commercial il y a un intérêt commercial pour tous ceux qui prônent la mort de la mort, pour ceux qui prônent l'idée que le transhumanisme va pouvoir nous permettre de vivre 500 ans. On n'est pas du tout dans la réalité du vivant, là. On n'est pas du tout dans la description de ce que sont actuellement ces règles qui nous, d'une certaine façon, nous donnent à la fois un cadre et un carcan. Mais il ne faut pas rejeter pour autant ces idées, c'est-à-dire que la capacité d'aide va être importante pour pouvoir justement concevoir. Le problème, c'est quand on nous dit à partir de là, continuons à courir en avant, et puis de la Lune, nous irons sur Mars. Oui, mais il faut régler quelques problèmes d'énergie, quelques problèmes d'exposition aux radiations cosmiques. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont devoir être faits. Et d'ici là, tout le reste, c'est du buzz pour pouvoir entretenir une boucle que l'on connaît bien en termes d'économie. Mais ça fait des bons scénarios pour Hollywood. Et pour Hollywood, absolument. Merci Jean-François Toussaint, cardiologue, professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes et directeur de l'IRMES. L'IRMES. Voilà, exactement. Merci à vous d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.